Boker Tov. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Je suis très contente de vous retrouver ce matin. Et voilà, comme on disait offline, on a besoin de cette Torah. On a besoin de ce Tov, de cette bienveillance, de ce bon regard sur les choses. Parce que voilà, on se lève, on regarde les infos et ça nous happe et on a l'impression que voilà, on a une lecture sur le monde qui est difficile, qui est pessimiste. Et en fait, la lumière de la Torah, elle vient et elle nous enveloppe et elle nous tire de là où on est, elle nous extirpe et elle nous élève. Donc voilà, c'est le programme, un des programmes du cours d'aujourd'hui. Alors, souvenez-vous, on avait commencé le cours donc sur la kina qu'on a traduit en français par jalousie, mais comme je vous ai dit, en fait, ça englobe beaucoup de termes. Ça englobe le terme de rivalité, de convoiter, de jalouser. Vous vous rappelez, on avait expliqué qu'en fait, il y avait trois mauvaises formes de jalousie. D'accord? Donc, être en rivalité, c'est cette personne me fait de l'ombre. Ensuite, il y avait convoiter, c'est je veux ce qu'elle a, je veux lui retirer ce qu'elle a pour le prendre pour moi. D'accord? Ça, c'était la deuxième plus mauvaise forme encore de jalousie. Et la troisième forme, c'est jalouser au point où je ne veux pas qu'elle réussisse. Et même cette personne-là, quand elle rate ou quand il lui arrive quelque chose, je me dis intérieurement, bien fait pour elle. D'accord? Alors là, on avait expliqué que c'était vraiment la pire forme de jalousie, de vouloir que l'autre n'ait pas. Et on avait expliqué que c'était notamment la jalousie des ennemis du peuple juif, comme celle de Amalek, qui était prêt en fait à s'abîmer juste pour nous toucher, juste pour nous faire du mal. Voilà, donc on avait expliqué que convoiter aussi, c'était pas bon parce que ça nous empêche finalement de profiter de ce que l'on a. Quand on est là, arrivé sur ce qu'a la voisine, ah ben alors du coup, tout ce qu'on a nous paraît fade. Euh, et, euh, et à part ça, on avait expliqué que être en rivalité, donc c'était la troisième mauvaise forme de jalousie, eh bien, pour y pallier, il faut comprendre que personne n'a la même mission sur Terre, que chaque individu doit accomplir une tâche spécifique et que personne ne peut le remplacer. Et donc, ne pas rentrer dans un modèle comparatif et ne pas se mesurer avec le baromètre des autres ni celui des gens qui nous entourent. C'est moi face à Hachem et c'est pas moi face aux autres. D'accord? Alors on me dit que le son n'est pas bon, que ça coupe. C'est vrai? Chez vous aussi, c'est pareil? Oi. Ah, il est bon? Il est bon? Ah, il est pas bon? Aïe, aïe, aïe. Ouais, j'ai un petit problème d'Internet. Oi, comment je vais faire? Ah, bah, je suis désolée, j'ai pas trop de... Je sais pas trop quoi vous dire. Euh, euh, Alors, je vais essayer autre chose, d'accord? Parce qu'effectivement, j'ai un problème d'Internet aujourd'hui. Euh, ok, alors, une seconde. On va faire autrement. Alors, reprenons. Merci beaucoup, en tout cas, pour celles qui m'ont signalé ça. Alors, du coup, je vous avais donné cette astuce, on appelle ça une ségoula du Rav Volbe, qui était, voilà, pour celles qui avaient vraiment, qui sentaient de la rivalité ou même de la souffrance face à une jalousie. Eh bien, le Rav Volbe nous dit que le matin, lorsqu'on dit la bénédiction Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'asa li kol tzorki, qui m'a pourvu à tous mes besoins. Eh bien, lorsqu'on l'a dit avec cœur, avec kavana, alors ça élimine toute forme de jalousie chez la personne. Et alors, sachez que le cours sur la jalousie de la dernière fois m'a valu beaucoup de messages, dont des personnes qui m'ont remercié pour cette ségoula. Apparemment, effectivement, comme je vous ai dit, elle fonctionne très très bien. Une personne qui m'a dit que ça faisait plusieurs semaines, mois, qu'elle n'arrivait pas à dormir à cause de quelqu'un avec qui elle se sentait aux rivalités. Je ne sais pas si c'était au travail ou autre et qui m'a dit qu'avec ça, en 3 4 jours, bah, finalement, elle s'est dit chacun sa vie et elle était complètement sortie de cette rivalité, de cette jalousie.
D'accord? On avait expliqué que le samedi soir, il y avait une petite prière qu'on disait aussi qui était Yehi Ratzon milifanecha shelo ta'ale kinatenu alev Adam velo kinat Adam ta'ale al libenu, que s'il te plaît Hachem, nous soyons joyeux, jaloux de personne et que personne ne soit jaloux de nous. D'accord? Et on avait expliqué que la racine de la mauvaise jalousie, c'était pourquoi elle et pas moi? Comme si, voilà, moi je veux prendre ce qu'elle a elle. Et là, ce qu'on va expliquer aujourd'hui, on va expliquer les bonnes formes de jalousie. D'accord? Eh bien, la racine de la bonne jalousie, c'est pourquoi pas moi? Tiens, elle fait ça, pourquoi pas moi? D'accord? Et ça va être donc ce qui va nous accompagner. Alors, avant ça, comme je vous ai dit, il y a une forme de jalousie que j'aimerais traiter, qui est dans le Ochrod Sadikim. Bon, du coup, j'ai laissé mon livre là-bas, mais voilà, c'est dans le Ochrod Sadikim. C'est en fait l'idée que c'est la jalousie en fait dans les relations. Hachem lui-même, il se définit comme un Dieu jaloux. Elkana, il est un Dieu jaloux. C'est-à-dire quoi jaloux? Il est jaloux lorsque, eh bien, les Juifs ou nos ancêtres allaient vers des idoles. D'accord? Pour l'idolâtrie, il se définit comme un Dieu jaloux. D'accord? Et dans ce sens-là, c'est très positif. Et ça, j'aimerais l'expliquer parce que ça aussi, j'ai reçu beaucoup de messages par rapport à la jalousie dans le couple en me disant, oui, mais tu ne vas pas traiter la jalousie dans le couple. Alors, c'est l'objet du début du cours d'aujourd'hui. Et je vais vous donner vraiment des outils très très concrets pour expliquer tout ça. Alors, premièrement, la jalousie dans le sens que nous souhaitons avoir un rapport d'exclusivité, c'est quelque chose non seulement de bon, mais de parfaitement souhaitable. Dans le couple juif, nous espérons, nous visons à ce que il n'est Dieu que pour elle et elle n'a Dieu que pour lui. C'est notre idéal. C'est un idéal vers lequel on souhaite tendre. Et lorsque un couple passe sous la roupa, eh bien, le khatan va dire à sa kala devant tout le monde, en général c'est le moment des youyou, c'est quand il dit Are at mekudeshet li betabat zo kedat Moshe ve Israël. Li, 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 li. Et il lui met l'alliance sur l'index. Qu'est-ce qu'il lui dit à ce moment-là? Tu es mekudeshet. Que veut dire mekudeshet? Tu es séparé des autres femmes. C'est-à-dire désormais, depuis que nous sommes passés sous la roupa, il y a les autres femmes au monde et il y a toi. Et sa mère en général. Le Khatan, il y a sa femme et sa mère. Et le reste du monde. Et du coup, c'est ça être mes coups d'échette. Mes coups d'échette, c'est une forme d'exclusivité. Il y a toi, et j'ai les yeux rivés sur toi, et je veux avoir les yeux rivés sur toi, et il y a le reste du monde. Et s'il n'y a pas de jalousie, eh bien, s'il n'y a pas de jalousie, finalement, si on pousse au bout, ça veut dire zéro, zéro jalousie, ça veut dire vois qui tu veux, fais ce que tu veux, avec qui tu veux, eh bien, nous avons, comme nous le dit Rachi, la définition de la débauche. C'est-à-dire, en fait, c'est comme si vous aviez un baromètre comme ça, où en fait, exclusivité plus, et ben, c'est ce qu'on espère dans le couple juif. Il n'a Dieu que pour elle, elle n'a Dieu que pour lui, d'accord? Alors évidemment, on se situe tous, voilà, au 99, 98 pour cent vers là, mais c'est l'idéal, d'accord? Et en fait, si le baromètre, il va là, il va dans le zéro, et ben en fait, c'est la définition de la débauche. C'est ce qu'il nous dit Rachid. Il nous dit qu'en fait, Gdusha, c'est là, c'est l'exclusivité. Et le contraire de la Gdusha, c'est la débauche. D'accord? Et ça, j'aimerais vous donner des outils. Parce que dans les messages que j'ai reçus, donc j'ai répondu, je pense, à tout le monde, eh bien, j'ai vu qu'en fait, il manquait des outils, alors que la Torah elle-même, elle nous donne des outils par rapport à comment favoriser cet idéal qu'il n'y a Dieu que pour lui et n'a Dieu que pour elle. Alors, le premier outil, c'est quoi? C'est la notion, ce qu'on appelle de Shmirat Enaim, c'est-à-dire l'obligation, notamment plus pour les hommes, d'accord, de ne pas regarder les autres femmes, d'accord? De ne pas contempler les idbonen. C'est la halakha. Un homme n'a pas le droit de contempler une femme mariée ou une autre femme que son épouse. D'accord?
Alors, qu'est-ce qui vient nous aider normalement? Quel est l'outil qui est, on va dire, le binôme de ce qu'on appelle la Shmirat Enaim? Donc, le fait de préserver ses yeux, c'est-à-dire, entre guillemets, de se forcer à mettre des œillères, alors pas forcément des œillères comme le cheval, d'accord, mais des œillères dans la tête. Ça veut dire, ouh, je ne veux pas regarder quelqu'un d'autre, contempler quelqu'un d'autre que mon conjoint, même si elle est très belle ou même s'il est très beau. D'accord? Quel est le partenaire, le binôme de la Shmirat Enaim? Eh bien, c'est la notion de tsniout. Comme on avait vu, la notion de tsniout, c'est en fait de ne pas chercher à se mettre en avant, de ne pas chercher à montrer des atouts physiques et à les mettre en avant. D'accord? C'est-à-dire, on appelle ça, moi j'aime bien traduire le mot tsniout par le mot discrétion. Je trouve que c'est la meilleure traduction du mot tsniout, discrétion, parce que on peut aussi être tsanoua dans d'autres choses, c'est-à-dire ne pas dire ah c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai construit ça, c'est moi qui voilà. Je vous donne un exemple. Un exemple tout bête, mais moi j'adore, vous avez vu, bon, j'adore écouter de la musique à fond, comme ça, les ballons, et j'aime bien écouter dans ma voiture, d'accord? C'est mon truc, j'adore. Avec les enfants, je vais les chercher et ils savent qu'en général, quand j'arrive, il y a la musique à fond dans la voiture. Et un jour, là, il y a 2 jours, 3 jours, il y a mon fils qui a dit, il a descendu la fenêtre. Et moi, j'ai regardé comme ça et je dis, mais pourquoi tu descends la fenêtre? J'arrête la musique, je dis, pourquoi tu descends la fenêtre? Il me dit, non, je veux que tout le monde entende. Et là, ce qui m'est sorti, je dis, non, c'est pas de Sanois. Ça veut dire, vous voyez ce que je veux dire? Non, j'ai pas envie que tout le monde s'arrête. Maintenant, il regarde la voiture, la, la voiture et s'arrête dessus. C'est pas, pour moi, vous voyez ce que je veux dire? Ok, on est plein de vie, on est plein de joie, on est plein de simra, on fait attention, on est élégante, d'accord? On est tout ça. Mais en même temps, ça reste dans une bulle de discrétion. On ne cherche pas à attirer l'attention. D'accord? Donc, la meilleure amie, le meilleur ami de le Shmirat Enaim, c'est la tzniout. C'est en fait une forme de solidarité où, en fait, si vous voulez, eh ben, chacun participe pour que les couples fassent en sorte que, effectivement, ce soit beaucoup plus facile d'avoir les yeux rivés uniquement sur son conjoint. Et la notion de signaux vestimentaire, elle s'applique aux femmes et aux hommes. D'accord? Il y a aussi la signoute chez les hommes. Je vous donne aussi un autre exemple un peu rigolo. Hier, je sortais de chez moi pour aller à la synagogue. Et puis, bon, en face apparemment, il y a une salle de sport pas très loin de chez moi. Et donc, dans la rue, il y a 2 hommes qui sont juste en caleçon, mais torse nu. Alors, ma fille qui a 2 ans, elle voit ça, elle dit, Maman, des papas pas de sanois. Elle a 2 ans. Vous voyez ce que j'ai? Il y a aussi cette notion-là, elle n'implique pas que les hommes, elle n'implique pas que les femmes, elle implique aussi les hommes. D'accord? Donc vous comprenez que cette notion de Shmirat Enaim, c'est déjà l'outil privilégié, que c'est pas seulement une mitzvah, c'est l'outil pour pouvoir arriver à un idéal qui est que il est censé avoir les yeux rivés que sur elle, elle est censée avoir les yeux rivés que sur nous, et en fait le fait de garder une certaine discrétion au niveau déjà vestimentaire et physique, c'est ce qui va venir aider à porter cet idéal. C'est logique, la Torah, elle est logique de toute façon, elle est logique. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose deuxième outil que nous donne la Torah, c'est bien sûr de garder les distances physiques avec les personnes d'un autre sexe. D'accord? Donc en fait, il n'y a pas de serrage de main, il n'y a pas d'accolade, il n'y a pas de bise, il n'y a pas tout ça. Hop, un deuxième outil qui nous permet encore une fois de garder ce rôle d'exclusivité. Voilà, moi, des fois, vous savez, quand les amis de nos parents nous ont connus plus jeunes, alors voilà, par exemple, moi, il y a certains amis de mon père qui disent, ah, mais moi, je t'ai connu à la synagogue, je te servais de la bourra, tu peux me faire la bise, je suis comme ton tonton. Alors, je leur réponds, je leur dis, excuse-moi, moi, non, je n'embrasse plus que mon mari et mon papa et mes enfants. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire on garde cette notion d'exclusivité au sein même au niveau purement physique. D'accord? C'est le deuxième outil que nous donne la Torah. D'accord? Donc, encore une fois, c'est un outil pour porter cet idéal. Alors après, il y a ce qu'on appelle, c'est pas des mitzvot, mais on appelle ça des anagots. Alors, anagots, oui, dans les familles séfarades, c'est très compliqué. Dès qu'on dit ah non, je fais plus la bise à tonton, c'est en général c'est le, le tollé dans la maison, quoi. Mais c'est marrant, faut rester forte. Et rester souriante, et rester sympathique, et rester aussi respectueuse.
Ça veut dire, moi, quand je fais ça, en général, voilà, je fais un petit geste pour dire, voilà, je t'apprécie beaucoup ton ton, mais voilà, si tu veux, fais un bisou à mon mari, et c'est comme si tu me l'avais fait à moi. Voilà. Euh, alors, deuxième forme de ce qu'on appelle des anagotes. Alors, les anagotes, c'est quoi? Ce sont des attitudes privilégiées. Et là, il y en a une que je recommande très, 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 très fortement, surtout dans les lieux de travail. Parce que j'ai eu des questions qui étaient liées à ça, beaucoup. Ah, mais oui, la jalousie, moi, je sais que mon mari, il a des collègues et machin, et en plus, c'est un milieu non juif, donc les femmes s'habillent comme ça, comme ceci, comme cela. C'est compliqué. Honnêtement, c'est compliqué. J'ai répondu ce que j'ai pu répondre, mais je vais vous donner un outil, d'accord? L'outil encore que je vais vous donner, c'est quoi? C'est de ne pas parler de sujets personnels. On ne parle pas de sujets personnels avec quelqu'un d'un autre sexe. On peut parler de sujets techniques. Moi aussi, c'est des choses auxquelles je suis confrontée, même dans le cadre de la synagogue, parce qu'il y a des gens qui viennent me voir. Alors, au début, ils me disent oui, alors il y a un problème, tu sais, les toilettes ils fuient, machin. Puis après, ils veulent partir sur des choses qui ne me concernent pas du tout. Alors, ah bah, alors, écoute, ça, tu vas voir avec mon mari, c'est plus de mon ressort. D'accord? Ça veut dire, c'est du technique, on a besoin d'en parler, il n'y a pas de problème, d'accord? Dans la mesure où c'est professionnel, dans la mesure où, effectivement, parfois, on a besoin de ces échanges, on ne vit pas dans des igloos, d'accord? Mais au niveau de ce qui est personnel, ah, tu sais, je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais petit. Là, déjà, c'est genre, ok, je vais voir comment je vais essayer de me dépatouiller de tout ça, quoi. Mais j'ai pas envie de rester là. D'accord? Et ça, c'est des choses, voilà, qu'on doit instaurer dans le couple. C'est-à-dire que s'il y a des collègues féminines sur le lieu de travail, eh bien, on fait en sorte que on parle pas d'autre chose que de professionnel. Et je vous assure que ça met beaucoup de barrières. Et ensuite, la dernière anaga, et ensuite je vais vous expliquer encore autre chose. La dernière anaga, là, c'est quoi? Eh bien, c'est quelque chose que j'ai déjà expérimenté dans certains lieux de travail, qui étaient des lieux de travail froum, religieux, orthodoxes, et c'est très agréable. C'est le vouvoiement et le monsieur, madame. Alors, c'est un rêve, vraiment. Quand les hommes, ils viennent, ils disent Madame Galam, ils me disent pas par mon prénom, et ils me disent vous, alors là, c'est l'idéal. Et moi, je leur réponds vous, et je leur réponds Monsieur Cohen, Monsieur Calfon, Monsieur Sidbon. Alors là, voilà, c'est l'idéal. Alors, c'est pas évident. Et c'est une barrière, mais excellente, excellente. Moi, je sais que c'est une nouvelle habitude que j'essaye de prendre, puisqu'on a beaucoup de gens à la maison, beaucoup de jeunes, beaucoup d'élèves de mon mari, tout ça. Et c'est vrai que moi, j'avais cette habitude de tutoyer très facilement, surtout qu'en Israël, on se tutoie très facilement. Et en fait, à un moment, j'ai switché, j'ai dit non, il faut, même si c'est un petit jeune, il a voilà, 25 ans, je vais essayer de le vouvoyer. J'arrive pas toujours, j'avoue, parce que des fois, ils sont vraiment attendrissants, ces petits jeunes, mais c'est excellent comme barrière. Euh, alors, Cathy me demande s'il n'y a pas de vouvoiement en hébreu. Alors, si, il y a une forme de vouvoiement qu'on utilise très rarement, mais il faut la connaître parce que c'est pour des titres importants. Par exemple, si vous rencontrez un rave, on ne dit pas ata au rave. Et en l'occurrence aussi, le directeur de l'école. On ne dit pas ata au directeur de l'école des enfants. En fait, on utilise un vouvoiement qui est la troisième personne du singulier. On dit Amenel Rotsedze, par exemple, le directeur veut ça. Ou Arav Rotse Lishtot, le Rav veut boire quelque chose. Je vous le dis parce que pour celles qui habitent en Israël, de dire Ata à un Rav ou Ata au Menel, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Et souvent, justement, on dit, ah, mais il n'y a pas de tutoiement, il n'y a pas de vouvoiement en Israël. Alors, s'il y en a, mais bon, pour certains titres qui ont vraiment, qui sont vecteurs de kavod, quoi. En l'occurrence, voilà, comme je vous ai dit, des titres comme ça. D'accord? Alors, je continue sur la jalousie alors, j'appelle plus ça jalousie, en fait, la canaout dans le couple, ou la kina dans le couple, on appelle ça l'exclusivité, d'accord? Les yeux rivés que l'un sur l'autre. Donc, je vous ai donné des outils qui sont des barrières avec les autres. Et ça, c'est ce que j'avais répondu aux femmes qui m'avaient posé des questions, qui m'avaient dit, ah, mais c'est pas facile sur les lieux de travail, etc. En fait, je leur ai dit comme ça, je leur ai dit, regarde. Si tu veux, je leur ai donné un parallèle. Je leur ai dit, voilà, si tu veux transmettre le Shabbat à tes enfants,
Alors, tu vas mettre des barrières, c'est-à-dire tu vas donner des halakhot. Ah non, on joue pas à un jeu comme ça, c'est Shabbat. Ah non, l'ordinateur, c'est pas pour Shabbat. Ah non, l'ascenseur, c'est pas pour Shabbat. Donc, on met des barrières. Mais pour que, en fait, l'enfant aime le Shabbat, il faut remplir le Shabbat de contenu, des chants, de la joie, des prières, du kiff, des jeux. Moi, c'est le seul moment où j'ai le temps de jouer à des jeux de société avec mes enfants et je le fais. Et je sors parfois de la sieste plus tôt. Je me dis, il faut vraiment que j'aille jouer aux jeux de société. C'est hyper important. C'est le moment de qualité pour qu'en fait, ils favorisent d'abord parce que c'est le moment de tisser le relationnel avec eux. Et c'est aussi le moment pour qu'ils aiment le Shabbat et même toute la Torah. Alors, je leur ai dit dans le couple, c'est pareil. Pareil. Il y a deux choses. Il y a les barrières. D'accord? Donc, les barrières, c'est ce que je vous ai cité. Je vous en donne encore une autre. J'avais oublié de la donner celle-là. Une autre barrière, c'est pour, par exemple, les gens qui sont dans le communautaire, comme mon mari et moi. Alors, comme le Rav Lemel, il nous avait dit, il nous a dit que il n'y a pas de, comment dire, on doit pouvoir prendre le téléphone l'un de l'autre sans aucune barrière, voilà, sans aucun filtre. Je connais les codes, je peux pouvoir regarder dans son téléphone. Et il nous a dit quelque chose de très important qu'il faut connaître, c'est qu'il n'y a pas de secret professionnel avec quelqu'un de l'autre sexe. C'est-à-dire que mon mari peut regarder tous les messages des hommes, d'accord, et pas des femmes. Et moi, je peux regarder tous les messages des femmes et pas des hommes. C'est-à-dire que moi, quand on me dit quelque chose, un homme, par exemple, il veut me dire quelque chose par rapport à son couple ou quoi, genre, d'abord, en général, je lui dis, écoute, vaut mieux plutôt en parler à mon mari, mais sache que moi, je partage tout avec lui. D'accord? Ça veut dire qu'il y a cette, aussi, encore une fois, une barrière, qu'il n'y a pas de secret professionnel. Bon, ça, c'est encore une fois chacun sa situation, etc. Mais j'ai trouvé que c'était aussi un enseignement qui était excellent. Alors, je reviens. Donc ça, c'est le cadre. C'est on fait pas ça, c'est Shabbat. D'accord? Il y a des barrières, il faut les respecter. Mais après, comme je leur ai dit à ces femmes qui m'ont laissé des messages, bah, c'est pas tout. Il y a toute la construction du couple à côté. Parce que le but, c'est pas de dire, ah, c'est pas bien, fais attention, il y a des barrières et les collègues qui s'habillent comme ceci, comme cela. Mais il y a en fait, bah, de générer de la complicité, de la tendresse. Et tout ce qui est tout ce qu'on attend dans un couple, d'accord? Alors je suis désolée pour l'expression, je la trouve très bas de gamme, mais je sais que bon, mais les grand-mères elles disaient ça, elles disaient que, alors c'est pas très beau, hein, moi j'aime pas trop, mais elles disaient quand on mange bien à la maison, on n'a pas envie d'aller au restaurant. Alors, vous voyez ce que je veux dire? Dans le couple, c'est pareil. Quand ça se passe bien, il y a de la tendresse, il y a de la complicité, etc. Alors, le reste devient beaucoup moins attrayant. Alors, donc, c'est ce que j'ai dit à ces femmes-là. Je leur ai dit, voilà, ça, c'est quelque chose que je dis souvent, de avoir donc les quatre temps. Je sais pas si elles connaissent, souvent, j'en parle souvent dans les cours de ces quatre temps dans le couple, qui sont très, très importants. C'est le une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an. Vous voyez que même dans le calendrier avec Hachem, on a des rendez-vous. Hachem nous donne des rendez-vous. Une fois par jour, c'est la tfila. Une fois par semaine, c'est le Shabbat. Une fois par mois, on a Rosh Chodesh. Une fois par an, on a les Chagim. Alors, de la même façon, il faut qu'il y ait ces quatre temps dans le couple. Premier temps, une fois par jour. Peut pas y avoir une journée sans que on se soit parlé tous les deux, papoter, discuter avec un café, avec un thé. Des fois, on court dans tous les sens. Et ben, une fois que les enfants dorment, il faut qu'on ait un temps privilégié. Ça peut être 10 minutes, ça peut être un quart d'heure, mais c'est fondamental. Je vous ai peut-être déjà dit que le sixième rabbi de Lubavitch disait que le moment du petit déjeuner avec sa femme était aussi kadosh que le moment où imiter les tefilines. C'est quand même magnifique. C'est aussi important. Tout on prend 10 minutes pour faire cette fille-là, on prend ce moment-là pour parler en tête à tête, tous les deux, de tout et de rien, pas que de sujets techniques. Deuxièmement, une fois par semaine, c'est, comme je leur ai dit, la sortie tous les deux sans enfants. Et pour celles qui ont des enfants en bas âge, les babysitters, elle sait qu'elle vient de manière fixe tous les, je sais pas, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, peu importe, mais elle sait que c'est fixe. Et dans l'idéal de l'idéal, c'est que le couple sort sans téléphone, laisse le téléphone à la maison. Ensuite, une fois par mois, alors évidemment, c'est la soirée du mikvé qui est comme voilà, un renouvellement du couple.
et dans lequel on essaye de faire quelque chose de spécial avant, bien sûr. Et une fois par an, c'est 1 ou 2 jours ou 3 jours de vacances seul, sans enfant. Et ça aussi, c'est Rav Lemel qui nous avait briefé dessus, ouais, voyager. Rav Lemel nous avait dit, parce que on avait dit oui, mais des fois c'est compliqué, on n'a pas forcément d'argent pour faire ça, etc. Et le Rav Lemel avait donné quelque chose d'excellent. Il avait dit, bah, regardez, vous déposez les enfants le matin à l'école, vous partez. Vous partez pour 48, pour en fait 24 heures, quoi. Vous vous arrangez qu'il y ait une babysitter qui vient chercher les enfants, qui dort avec eux, qui les amène le lendemain matin à l'école, et vous rentrez le lendemain dans l'après-midi, vous allez chercher vos enfants. Et en fait, en voilà, 36 heures, en fait, on a réoxygéné le couple. D'accord? Donc, voilà, c'est-à-dire, en fait, si vous avez compris, c'est en fait deux choses. Il y a comme des mitzvot. On a les mitzvot avec Hachem pour créer du lien avec lui. Et on a les mitzvot, l'ota assez, ne fais pas ça, ne mange pas tels aliments, ne transgresse pas Shabbat, ne t'habille pas comme ça, l'autre assez. Et on a les mitzvot assez. C'est fait les chagim, c'est kiffe à Shabbat, c'est mange la nourriture comme ça, allume les bougies avant Shabbat, fais la frachatrala, tout ça. Ça vient nourrir la relation. Ben, de la même manière, pour pouvoir arriver en fait à un degré d'exclusivité dans le couple, et c'est quand même l'idéal finalement, la société, elle nous vend des films à l'eau de rose où oh, ils ont Dieu que pour lui, que pour elle, mais bon, c'est tout du fake. Alors que la Torah, elle te donne des vrais outils, elle te dit oui, c'est l'idéal. Et en fait, tu peux arriver à cet idéal. Et voilà quelles sont les choses à faire. Premièrement, préserve, d'accord? Et deuxièmement, entretien. D'accord? C'est exactement comme le Shabbat. J'ai pris l'exemple du Shabbat parce qu'on a Shamor Vezachor. Shamor, c'est tous les interdits. On n'a pas le droit de prendre le téléphone, pas le droit de prendre l'ascenseur, pas le droit de. Et puis le Zachor, c'est nourris ton Shabbat. Que ce soit du kiff, du plaisir, de la joie, de la simcha, des moments tous ensemble, etc. Bah, c'est pareil dans le couple. Il y a des barrières. On se met d'accord sur nos barrières en fonction de nos contextes de vie, de lieu de travail, etc. Sachant qu'il y a des choses qui sont des sine qua non dans la Torah, comme le fait de respecter les barrières physiques, comme j'ai dit, d'accord, et la tsniout, et en même temps, alimenter la complicité, la tendresse avec son conjoint. D'accord? Donc ça, c'est une bonne forme de jalousie. Et à la base, j'avais pas prévu d'y passer 30 minutes, mais quand j'ai reçu tous ces messages, je me suis dit, ouais, il va falloir faire un point parce que c'est dommage de ne pas connaître et du coup utiliser les bons outils que la Torah, elle nous donne de manière tellement logique et pragmatique. D'accord? Alors, on continue avec la jalousie positive. Il y a une autre forme de jalousie positive, c'est en fait lorsque quelqu'un fait quelque chose qui nous inspire. Par exemple, alors la Torah nous dit, Amar Akadosh Baruch Hu, euh, Kanali, elle dit comme ça, Dieu t'enjoint à être jaloux. Ah bon, il m'enjoint à être jaloux? Oui, parce que en fait, la jalousie, c'est la racine de toute l'ambition. Chez Ilmale Akina En Haolam Omed, que sans jalousie, le monde ne peut pas se tenir. Ah bon? Eh oui, En Adam notea karem, ve En Adam nose isha, ve En Adam bone bait, im en kina. Il n'y a pas un homme qui planterait un vignoble, c'est-à-dire on dirait aujourd'hui qui monterait une entreprise. D'accord? Il n'y aurait pas un homme qui se marie, un homme qui construit une maison, si ça n'avait pas été drivé par de la jalousie. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ce côté de se dire, tiens, ah, ils ont acheté une maison? Ah ben en fait, pourquoi pas nous? Nous, on pense on peut être que locataire, 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 mais finalement, bah, le fait qu'ils ont fait ça et qu'ils ont osé prendre un crédit, tout ça, bah, tu sais quoi? C'est source d'inspiration. Viens, on va regarder. Est-ce que c'est possible? Oui, non, etc. Inspiration. Il s'est marié. Je l'ai vu sous l'arc ou pas? Ah, waouh, ça donne envie. Moi aussi, j'ai envie de construire mon foyer. Avoir des enfants.
Quand des fois, elle va voir une femme enceinte, elle va dire, oh là là, ça donne envie. Ou des fois, on prend un petit nourrisson pour aider une copine, on dit, oh là là, vraiment, ça nous redonne envie d'y plonger, tout ça. Tout, en fait, c'est de la bonne jalousie. La jalousie, en fait, dans le sens inspiration. Dans le sens inspiration. Cette chose-là m'a inspirée. Je me suis dit, comme je vous ai dit, pourquoi pas moi? Pourquoi pas nous? Et pourquoi pas? Et si c'était possible? C'est comme si cette chose que cette personne avait faite a finalement euh, ouvert un monde de possibilités chez moi, qui était fermé par des blocages. Mais le fait que je puisse m'identifier avec elle, je me dis, ah mais tiens, en fait, si elle l'a fait, eh ben c'est possible. D'accord? Donc, voilà, ça c'est une autre forme de bonne jalousie. D'accord? Ensuite, le Midrash nous dit, le Midrash Shocher Tov, euh, poursuit en fait ce qu'avait dit Akadosh Baruch Hu, soyez jaloux, parce que ça va en fait vous ouvrir des perspectives. Et le Midrash poursuit en disant que si Abraham a fait du chesed, c'est aussi parce qu'il a été inspiré. Inspiré par qui? Inspiré par Noach. Il a entendu que lors du Maboul, eh bien Noach, il a été sauvé parce que il a fait du chesed avec les animaux dans l'arche. Ce qui l'a protégé, en fait, c'est que, eh bien, tous les jours, il était obligé de s'occuper des animaux. Et ça a comme créé un halo, si vous voulez, protection autour de la Teva, autour de l'arche, qui a protégé l'arche du déluge. Eh bien, quand il a entendu ça, il a planté un échelle. C'est quoi un échelle en hébreu? C'est un arbre qui s'appelle un bosquet. D'accord? Mais Rachi, il vient, il dit ça, échelle, ce sont les trois initiales des trois choses que Abraham faisait dans son auberge. Ochel, Shtia, Ve Livui Ochim. Premièrement, il donnait à manger aux gens gratuitement, pourvu qu'ils fassent une bracha au début et à la fin. À la fin, juste à la fin, pardon. En fait, il donnait à manger gratuitement. Après, les gens ils disaient, mais je peux te payer? Non, juste tu dis merci à Hachem. C'était le premier bête rabat du monde, quoi. D'accord? Ensuite, Shtia, il donnait à boire également. Et Livui Ochim, il raccompagnait les invités. Il les raccompagnait et en fait c'est tout le côté accompagnement j'ai envie de dire psychologique quoi d'être là d'être une écoute pas seulement du technique mais de vraiment donner de sa personne pour les gens qui étaient dans le besoin. D'accord? Eh bien, le Khatam Sofer dit que, eh bien, voilà, comme on a dit, il y a une jalousie qui est d'ordre néfaste, mais il y a une jalousie qui est positive, comme celle de Abraham pour Noach qui est donc ce qui l'a poussé à faire du chesed. D'accord? Et sur ça, eh bien, il y a deux choses qu'il faut savoir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la dernière fois qu'on avait parlé de la mauvaise jalousie, on avait expliqué qu'on ne doit pas vouloir la chose de la personne, d'accord? Mais on veut vouloir faire comme elle. Vous vous rappelez, par exemple, si une fille nous dit je veux la robe de ma copine, on dit ah, tu veux la robe comme ta copine. Vous vous rappelez? Et on avait expliqué aussi une autre chose, c'est que il valait mieux éviter de frimer. Frimer, c'était le corollaire en fait de tout ce qui était lié au Aïnara. Il va mieux pas frimer sur ce qu'on avait parce que finalement ça suscite la jalousie de manière bêtement quoi. Alors sachez que pour tout ce qui est de la jalousie d'ordre spirituel, comme celle qu'on vient d'expliquer, le fait de s'inspirer de quelqu'un au niveau de son comportement, eh bien, dans ce cas-là, les deux corollaires n'existent pas. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'on peut convoiter, lui dire, waouh, j'ai vu tout ce que tu fais pour les soldats, est-ce que je peux aussi... Tu peux m'inclure? Est-ce que je peux venir aussi dans la cuisine où tu viens faire des repas? Ça veut dire là, on ne dit pas je vais répliquer. On n'est pas obligé de dire je vais les répliquer, mais non, je veux donne-moi une part. Donne-moi une part dans ce que tu fais, dans la mitzvah que tu fais, dans le recette que tu fais.
D'accord? Ça, c'est le premier corollaire. Là, il n'existe pas. On peut convoiter, s'incruster, j'ai envie de dire. Allez, moi aussi, je veux. Trouve-moi une place. D'accord? C'est génial, ça. Deuxièmement, alors, contrairement au matériel, et ça, c'est très intéressant ce qu'il dit le Khot Sadikim, on avait dit que pour le matériel, il valait mieux ne pas frimer. Eh bien, pour le spirituel, on n'a pas besoin de dissimuler ce qu'on fait. D'accord? C'est-à-dire que c'est bien de frimer quand on fait des mitzvot. Par exemple, de dire, bah, moi j'étudie la Torah et j'adore. Par exemple, vous pouvez frimer avec vos copines en disant, moi, tous les dimanches matins, no matter what, à 9h30, je suis devant mon ordi avec mon café et je kiffe. Parce que là, c'est une bonne frime. Elle te dit, ah, mais ça a l'air trop bien, mais alors attends, envoie-moi le lien, c'est trop bien, moi aussi j'ai envie d'eux, j'ai envie d'eux, j'ai envie d'eux. Là, il faut frimer. Ouais, il faut frimer. Oui, Dodi. Il faut dire qu'on kiffe. Comme je vous ai dit, celle qui s'est acheté un sac d'une marque, truc machin, bon, voilà, et c'est pas la peine de d'étaler, voilà, qu'elle a ça, ça, ça et ça, d'accord? C'est pas la peine non plus de cacher, mais bon, pas frimer. Mais ça, il dit on peut frimer. Tu sais quoi? J'ai fait du volontariat, ça m'a apporté la pêche. Ah, c'est vrai, mais la prochaine fois, prends-moi, je viens avec toi, s'il te plaît, avec plaisir. Ça, dire tout ce qui nous apporte de la satisfaction. Ça, il faut le dire, il faut frimer. N'hésitez pas. Et même, je sais que dans les réseaux sociaux, il y a des choses comme ça, j'ai donné à telle association, etc. C'est du positif. En fait, ça dépend de la kavana. C'est juste simplement pour se mettre en avant, pour dire, ah, je suis quelqu'un de génial, admirez-moi. Bon, il vaut mieux raffiner nos kavanotes et se dire, je le fais pour inspirer les autres et que les autres y fassent aussi. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on appelle la fameuse Kinat Sofrim Marbe Chorma. Que la jalousie qu'on a vis-à-vis des gens érudits, eh bien, elle nous donne envie d'encore plus nous renforcer, encore plus s'élever, encore plus étudier. D'accord? Et ça, finalement, de vouloir la même chose qu'une personne, mais dans un objectif qui est noble, eh bien, ça, c'est magnifique. C'est ce qu'on appelle avoir une source d'inspiration, un mentor. D'accord? Et ça, c'est super. Il nous faut des mentors, il nous faut des bons rabbinim, des bonnes rabbanotes, des gens voilà, qui drainent du positif avec eux. C'est sur ça que la Torah, elle repose, puisque la Torah, c'est de la transmission. Donc, il faut qu'on soit inspiré. Il faut qu'on ait des moteurs. Donc, sur ça, oui, il faut diffuser et il faut frimer. Et il faut dire à quel point on kiffe. Vous avez compris? Voilà. Alors, je vais terminer sur une dernière idée, qui est une idée du Rav Yaakovson, qui est, comme je vous ai dit, donc finalement, on avait vu qu'il y a donc, la bonne et la mauvaise jalousie. On avait expliqué que la limite, elle se situait dans le pourquoi elle et pas moi, ça c'était négatif, et le positif, c'est pourquoi pas moi, d'accord? Et que finalement, tout ça, c'est du bon, et il faut juste cultiver le bon qu'il y a dedans. D'accord? Alors, j'aimerais juste aller un peu plus loin avec une idée que nous donne le Rav Jacobson et c'est une idée qui est vraiment qui remet comment dire, qui remet les bonnes lunettes en place sur le regard qu'on doit avoir sur nos vies, notamment à l'heure des réseaux sociaux où tout le monde partage absolument tout sur tout ce qui leur arrive. Et voilà, je vais vous expliquer. Et ça sera la dernière partie, la conclusion du cours. Il explique comme ça que l'avant-dernier passouk de Eshet Chayil, c'est Rabot Banot Asu Chayil Veat Alit Al Kulana. De nombreuses femmes se sont montrées vertueuses, mais toi, tu les surpasses toutes. Alors, de prime abord, il dit que cette comparaison pourrait paraître déplacée. Quoi, ça voudrait dire que la femme, Eshet Rahil, elle est en concurrence avec les autres femmes? C'est bizarre. C'est pas valorisant, en fait. Cette déclaration, elle semble nous mettre comme si, de prime abord, on était en rivalité avec les autres femmes. Alors, il explique que c'est quelque chose qui fait partie du teva, de la nature, comme je vous ai dit, de tout Ben Adam, de tous les êtres humains, c'est cette capacité à se comparer. Euh, et
En fait, chez les hommes et chez les femmes, elles se déclinent de manière différente. Chez les hommes, ça va se décliner dans une forme de compétition. Ah, quoi, il a monté sa start-up? Ouais, bah alors il va voir moi aussi, je vais monter une start-up qui va faire encore qui va avoir plus de valorisation que la sienne. Quoi, il a levé tant, mais moi je vais lever deux fois plus. D'accord? C'est la compétition. Quoi, il a ouvert des zones de marché en Asie, ben moi aussi. Alors, ça, c'est la compétition. Tandis que nous, les femmes, nous sommes beaucoup plus dans la comparaison. Pourquoi? Parce que ça vient de nos natures, que l'homme est plus dans le faire et que la femme est plus dans l'être. D'accord? C'est la notion de Noten et Mécabel. Et il dit que chez la femme, c'est quelque chose de très difficile à vivre. Pourquoi? Parce que chez l'homme, sa compétition, d'abord, c'est une forme d'adrénaline. Et deuxièmement, même quand il sent qu'il a moins réussi que les autres, ce n'est pas son être qui est remis en question, c'est ses actions. Tandis que chez la femme, c'est beaucoup plus difficile parce que lorsqu'elle se sent en compétition et entre guillemets moins bien que les autres, alors c'est son être à elle, sa personne à elle, qui est remise en question. Et sur ça, en fait, il va raconter une histoire qui figure dans le livre Emuna Vebitaron du Chazon Ish et qui remet vraiment les idées en place. Il raconte qu'il y avait à Bnei Brak un seul imprimeur de livres et que il avait le monopole de tous les livres de Kodesh. Tout le monde passait par cet imprimeur. Et un jour, il y a un deuxième imprimeur, un concurrent, qui s'est installé. Pas tout à côté, mais à Bnei Brak, et du coup, voilà, qui allait visiblement lui prendre la moitié de sa clientèle, quoi. Qu'est-ce qu'a fait le premier? Non seulement il n'a pas du tout été jaloux, mais deuxièmement, il a fait quelque chose de très fort. Il est venu voir son concurrent. Il lui dit, regarde, j'ai vu que tu t'es installé. Eh ben, je vais te donner des conseils. Sache qu'il vaut mieux prendre tel type de machine. Sache qu'il vaut mieux plutôt privilégier ce genre d'encre. Sache que là-bas, il y a un très bon prestataire qui va te permettre de gagner du temps. Sache que lui, si tu lui délègues, il est beaucoup moins cher que son concurrent. Sache qu'il l'a formé. Et ce que lui, il avait acquis comme expérience depuis des années, il lui a tout redonné sur un plateau d'argent en 2 jours. Alors, je ne sais pas qui a été voir cet imprimeur pour lui poser la question. Peut-être que c'était le Khazon-Ish lui-même. Et il lui a demandé, mais comment tu as réussi en fait à dépasser ta jalousie? On a dit que on est forcément le concurrent, il est là, il nous fait de l'ombre, et c'est quelque chose de complètement naturel. Alors il a répondu comme ça, il a dit, regarde, moi de toute façon, j'ai la Emouna, ma parnassa, elle est fixée à Rosh Hashanah. Lui, il pourra pas me prendre un shekel de ce que Dieu avait décrété pour moi. Et au contraire, c'est très bien. Il va pouvoir me décharger du travail. Alors c'est pour ça que j'ai été le voir, que je lui ai facilité les choses pour qu'il me décharge encore mieux. Mais la parnassa, ça va rien toucher. Ce que je reçois, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu, ce que le Ribono Shel Olam, le maître du monde, il a décrété pour moi. Qu'est-ce que ça change qu'il s'est installé à droite, à gauche, dans la rue, dans le quartier, dans la ville, pas dans la ville? Ça change rien. Alors, ça, il dit Rabbi Jacobson, c'est il n'y a que toi qui peux décider de voir les choses comme ça. Et ça dépend de une seule chose, c'est à quel point on a le sentiment que Dieu, il orchestre notre vie dans la meilleure des perfections. Bishvili nivra olam. Dieu a créé le monde entier que pour moi. C'est-à-dire, il dit que si toi, tu considères que tu es le centre de ta vie, que Akadosh Baruch Hu, il est avec toi, alors tous ceux qui sont autour de toi, il dit finalement, ceux qui sont autour de toi, tu les vois comme des gens qui sont là pour te servir. Ah tiens, Hachem, il a mis ça, bah, c'est forcément qu'il faut que j'en apprenne quelque chose, ou c'est forcément qu'elle peut m'apporter quelque chose, ou c'est forcément qu'elle est là pour me donner du mérite, ou c'est forcément qu'elle est là pour que moi je puisse lui faire du chesed et lui enseigner des choses. C'est-à-dire qu'il dit comme ça, comment on doit voir notre vie, le film de notre vie, comme si nous, en fait, on était le personnage principal
Et Dieu, c'est le scénariste, le metteur en scène, le producteur, le réalisateur, d'accord? C'est tout lui qui est derrière. Et tout le reste, il dit, ce sont des figurants. Des figurants. Dans ta vie, c'est des figurants. Quoi, l'actrice principale, elle est jalouse de la figurante, mais elle est folle. C'est elle l'actrice principale. Et même si l'actrice principale, il lui est arrivé un truc, elle est là comme ça en train de pleurer, et puis au fond, on voit une figurante avec toutes sortes de fans autour comme ça. Mais c'est la figurante. Ça vient pas me remettre en question, moi, dans le film de ma vie. De toute façon, c'est le Ribono Shalom qui gère ma vie depuis le début à la fin. Elle peut rien m'enlever. Elle peut même pas, je peux même pas me sentir en concurrence avec elle. Elle est là pour, forcément, si Hachem l'a mis sur mon chemin, c'est pour qu'elle m'apporte quelque chose. Donc, il dit, Rabbi Yaakov Zan, il dit, soit tu décides de voir cette personne comme une nouvelle preuve de ta nullité, ça c'est quand tu te mets en concurrence, soit tu dis, regarde ce que Hachem a orchestré pour moi pour que j'apprenne quelque chose. D'accord? Il a raconté une histoire plus contemporaine d'une femme qui s'était associée avec une autre pour faire des habits, des robes. Et Et en fait, la première a dû abandonner l'autre dans ce petit partenariat parce qu'elle elle avait vraiment des besoins de parnassa plus importants. Et du coup, elle a dû sortir vraiment travailler en entreprise. Et en fait, alors que les robes, c'était sa passion, quoi. Et le design aussi, etc. Et ben finalement, au lieu de se morfondre, elle a dit, bah, ce que je vais faire, c'est qu'une fois par mois, je vais aller m'acheter une robe chez elle. Vous voyez ce que je veux dire? Pour dire, elle n'est pas là pour me faire de l'ombre. Et ben si elle est là et qu'elle fait ce travail, c'est que c'est pour m'apporter quelque chose. Et ben moi, je vais me faire un kiff et une fois par mois, je vais m'acheter quelque chose chez elle. Je trouve ça génial parce que c'est la bonne manière de voir les choses. D'accord? C'est ça. C'est Bishvili Nivra Olam. Si tu es l'actrice principale, tu ne peux pas être jalouse de la figurante. D'accord? Et une dernière chose. Et ça, je l'ai entendu d'une amie qui s'appelle Rebecca Gage, qui est directrice d'un séminaire et qui a encore plus étayé cette idée. Elle est basée sur, je crois qu'elle est basée sur le Rav Dessler. Quelque chose d'incroyable. D'incroyable. Elle dit, regarde, et c'est un exercice qu'elle fait, parce qu'elle est seulement directrice de séminaire, mais elle est aussi thérapeute. Elle dit, euh, elle donne un exercice à ses patientes. Elle leur dit, voilà, tu prends une feuille et tu écris 10 noms de femmes, de personnes dont tu es jalouse ou bien slash que tu admires. Parce qu'en fait, dans le fond, comme je vous ai dit, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose. Ça veut dire, sauf qu'il y en a un, c'est une déclinaison positive et l'autre, c'est une déclinaison négative. Mais c'est toujours le même process. Elle a fait quelque chose qui, moi, m'a éveillée. Ça m'a parlé. Et du coup, après, c'est un choix. Soit je décide que non, je veux la même chose qu'elle, ou soit je dis, ah tiens, pourquoi pas moi, qu'est-ce que ça vient m'apprendre? Comme je vous avais expliqué cette histoire où moi j'étais chez cette femme où elle avait la femme de ménage, la bidule, la machin, la babysitter et tout. Et j'étais là, j'étais sortie, je dis, oh là là, mais c'est pas possible, mais quelle vie de rêve. Après, je me suis calmée, j'ai dit, non, non. En fait, qu'est-ce que j'ai envié chez elle? C'était le côté reposé, calme, détendu. D'accord? Vous vous souvenez? Ça veut dire, c'est pas tout de prendre en brut, mais de dire, tiens, ça m'a éveillé quelque chose. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? D'accord? Donc, jalouse slash j'admire. Maintenant, vous comprenez pourquoi, en fait, ça, c'est logique que ça aille ensemble. Oui, j'espère que vous comprenez après les deux cours qu'on a fait ensemble. Après, tu prends chaque femme et tu écris pourquoi tu l'admires. Alors elle, je l'admire parce que elle a la capacité à être cool en toute situation. Elle, je l'admire parce que elle est très professionnelle. Elle, je l'admire parce que elle est capable de se dépasser. Elle, je l'admire parce qu'elle fait du chesed. Elle, je l'admire parce que je vois qu'elle est très très respectueuse avec son conjoint. Elle, je l'admire parce que. D'accord? Et vous allez avoir voilà, 10 femmes et puis 5 choses pour lesquelles vous l'admirez, slash jalousez, d'accord? Dans le sens positif. Alors, qu'est-ce qu'elle fait à la fin? Elle prend les 50 raisons pour lesquelles elle admire ces femmes, d'accord? Enfin, 50, voilà, 10 fois 5, on va dire. Et elle leur dit, eh bien, voilà, quels sont tes traits de caractère. 50 traits de caractère positifs. Et la fille, en général, elle fait, quoi? Ah bon? Mais non, je les ai pas. C'est pour ça, justement, que je les admire.
Alors il dit, regarde, et ça, ah oui, pardon, j'ai compris, maintenant je me souviens, c'est basé sur le Gaon de Vilna. Il dit, le Gaon de Vilna, c'est que si quelque chose te parle, c'est que tu as cette chose-là en toi. Si tu admires qu'elle est, je sais pas, très cool en toute situation, ça veut dire que tu as ça en toi, même si c'est minus. Elle, chez elle, c'est très grand, mais toi, c'est déjà, tu l'as. Il faudra juste que, en fait, tu travailles cette chose-là et que tu la fasses fructifier, mais tu l'as. Par exemple, elle leur dit, t'as pas marqué dans ceux que tu admires un footballeur ou Picasso, parce que ça te parle pas, c'est pas ton truc. Bah non, t'as pas ça en toi. Alors là, en fait, ça te permet de savoir ce que tu as vraiment à l'intérieur de toi. Ce que tu admires chez les autres, c'est ce que tu as en toi, même de manière infime. C'est extraordinaire. D'accord? Donc, soyons jalouses. Je termine sur ça. Dans le sens positif. Et le sens positif, c'est comprendre que, voilà, on prend pas tout de brut en blanc. On comprend que, ah, tiens, ça m'a interpellé. Qu'est-ce que j'en apprends? Qu'est-ce que j'en retire? Qu'est-ce que j'apprends sur moi? Est-ce que je suis pas capable, moi aussi, de, trois petits points. Mais en voulant, en souhaitant ce qu'elle a, elle, d'accord? Qu'elle le garde, elle. C'était juste que chez moi, ça a été un révélateur et un catalyseur. D'accord? Et soyons jalouses de choses positives, c'est-à-dire de choses spirituelles, comme on a dit, la capacité de faire du chesed, la capacité d'être tsanoua, la capacité avoir un couple qui est bien construit, une mère qui éduque bien ses enfants. Voilà, moi je vous dis un truc, je vous dis un secret, je suis toujours très jalouse de ces femmes, je crois que je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, les Ashkénazes, genre super, tout est bien organisé, les enfants ils ont toujours leur sac avec le sandwich, avec machin, alors que moi ils ont la trousse qui part dans tous les sens et c'est n'importe quoi et en général ils ramènent pas leur sac. Et ça. Alors je me dis, ok, et ben en fait, je dois avoir ce côté bien organisé, tout ça en moi. Le blond, les fameux blonds. Voilà. Et ben, on a tout ça en nous. Et si ça nous parle, c'est qu'on a. Et comme je t'ai dit, je vous dis ça, c'est pas du coaching contemporain, c'est dit au nom du Gaon de Vilna. D'accord? Donc en fait, c'est les choses qui nous inspirent et qu'on admire. C'est finalement la cartographie de nos potentialités et de nos traits de la personnalité. Donc, sachons les connaître et sachons les exploiter. Voilà.